Les ingénieurs qui l'avaient construit furent les premiers à exiger sa destruction. Un bombardier soviétique capable de raser New York, conçu pour porter la mort nucléaire au cœur de l'Amérique, fut condamné non pas par l'ennemi, mais par ses propres créateurs, son propre gouvernement, sa propre nation. Comment un projet qui avait mobilisé des milliers d'hommes, consumé des milliards de roubles et cristallisé les espoirs les plus fous de Moscou, avait-il pu finir ainsi, abandonné sur un tarmac glacé, réduit au silence avant même d'avoir tenu ses promesses? Pour comprendre la naissance de ce monstre, il faut remonter aux décombres fumants de la Seconde Guerre mondiale. En mai 1945, l'Union soviétique sort victorieuse d'un conflit qui a saigné le pays à blanc. 27 millions de morts, des villes entières réduites en cendres, une industrie exsangue. Mais Staline ne pense pas à panser les plaies, il pense à la prochaine guerre. Et dans cette prochaine guerre, il y aura une arme que les soviétiques ne possèdent pas encore, une arme qui a tout changé en août 1945 au-dessus de 2 villes japonaises. La bombe atomique. Les Américains sont les seuls au monde à disposer de cette puissance de destruction absolue, et ils le font savoir. Le plan Dropshot, élaboré dès 1949 par les stratèges de Washington, prévoit le largage de plus de 300 bombes atomiques sur 185 villes soviétiques en cas de conflit. Moscou, Leningrad, Stalingrad, toutes condamnées sur le papier. Staline reçoit ces informations par ses espions et sa réponse est immédiate. Il faut la bombe, et il faut un avion pour la porter jusqu'en Amérique. Le problème est brutal. En 1945, l'aviation soviétique est puissante en nombre, mais désespérément en retard sur le plan technologique. Le principal bombardier lourd disponible est le Petliakov Pe-8, un quadrimoteur vieillissant produit en à peine quelques dizaines d'exemplaires, incapable de rivaliser avec le Boeing B-17 américain ou le Short Stirling britannique. L'Union soviétique n'a tout simplement pas de tradition de bombardement stratégique. Pendant toute la guerre, sa doctrine aérienne a misé sur l'appui tactique au sol, les chasseurs, les avions d'attaque. La pensée stratégique à longue portée était absente, et combler ce vide en quelques années semblait presque impossible. C'est alors que le destin, sous la forme d'une erreur de navigation américaine, va offrir aux soviétiques une solution inattendue. Entre 1944 et 1945, plusieurs Boeing B-29 Super Fortress américains endommagés lors de missions au-dessus du Japon se posent en urgence en territoire soviétique, en Sibérie et en Extrême-Orient. L'URSS n'est pas encore en guerre contre le Japon à ce moment et les avions sont formellement retenus. Staline comprend immédiatement la valeur de ces machines. Il donne un ordre simple et impitoyable à Andreï Tupolev. Copiez-les, boulon par boulon, rivet par rivet, instrument par instrument. Ne cherchez pas à améliorer, copiez. Ce qui suit est l'un des exploits industriels les plus stupéfiants de l'histoire de l'aviation. En moins de 2 ans, les ingénieurs soviétiques démontent les B-29 capturés, en répertorient chaque composant, recréent chaque alliage, traduisent chaque manuel. Certaines pièces posent des problèmes considérables. Les soviétiques utilisent le système métrique, les Américains le système impérial. Il faut tout recalculer, tout adapter, sans jamais trahir le modèle original. Le résultat, baptisé Tupolev Tu-4 et désigné Boule par l'OTAN, prend son premier vol en 1947. Staline dispose enfin d'un bombardier stratégique. Mais à peine ce succès est-il fêté qu'une nouvelle menace surgit, la guerre de Corée. Entre 1950 et 1953, les MiG-15 soviétiques affrontent les B-29 américains dans les cieux coréens. Le résultat est catastrophique pour les Américains. Les Super Fortress, pourtant redoutables pendant la Seconde Guerre mondiale, se révèlent des cibles faciles pour les jets modernes. Des dizaines sont abattus. Les généraux soviétiques tirent une conclusion glaçante. Leur Tu-4, copie conforme du B-29, serait tout aussi vulnérable face aux chasseurs occidentaux. Posséder la bombe ne suffit pas.
Il faut un porteur que personne ne peut intercepter, un bombardier plus rapide que tout ce qui existe, capable de traverser l'Atlantique à une vitesse qui rendrait toute défense inutile. Et c'est là qu'entre en scène un homme que le régime avait déjà brisé une première fois. Vladimir Mikhailovitch Miazichev n'était pas un homme que l'on brisait facilement, même si le système soviétique avait tout essayé. Né en 1902, ingénieur aéronautique de formation, il avait travaillé dès les années 30 sur des projets de bombardiers lourds dans les bureaux d'études de l'aviation militaire. Mais en 1938, comme des dizaines de milliers d'autres ingénieurs et officiers soviétiques, il est arrêté pendant les grandes purges staliniennes. Il ne sera pas fusillé, il sera envoyé dans une charachka, ces laboratoires secrets où le régime enfermait ses meilleurs cerveaux pour les faire travailler sous la contrainte, loin de toute liberté, mais au service de l'État. Pendant des années, Miazichev dessine des avions derrière des barbelés, entouré de collègues qui, comme lui, ont survécu à la terreur en se rendant utiles. Libéré après la guerre, il reprend son travail dans les structures officielles. En 1949, il dirige le bureau d'études expérimentales de l'armée de l'air et propose un bombardier stratégique désigné DVB-102, un appareil à 2 réacteurs conçu pour la haute altitude et la longue portée. Le projet est ambitieux, techniquement cohérent, mais les autorités estiment qu'il manque de puissance. Le bureau est dissous. Miazichev se retrouve sans programme, sans équipe, contraint d'enseigner à l'Institut d'aviation de Moscou pendant que ses collègues moins imaginatifs continuent de recevoir des commandes d'État. Mais Miazichev ne s'arrête pas de dessiner. Dans ses tiroirs s'accumulent des concepts, des calculs, des esquisses d'appareils que personne ne lui a demandé. Et en 1951, il franchit une étape que peu d'ingénieurs soviétiques auraient osé. Il envoie directement à Staline une note de synthèse décrivant un bombardier intercontinental capable de frapper les États-Unis et de rentrer à sa base. La réponse arrive quelques semaines plus tard. Staline convoque ses ministres et prononce une phrase qui va changer le cours du programme. Faisons confiance au camarade Miazichev et confions-lui le développement d'un tel appareil. Le bureau d'études est recréé d'urgence, les crédits sont débloqués, les ingénieurs rappelés. Les exigences fixées par le ministère sont vertigineuses. L'appareil doit être propulsé par 4 turboréacteurs à flux axial, atteindre une vitesse maximale comprise entre 850 et 950 km/h, couvrir une distance d'au moins 10 000 km et transporter une charge utile de 5 tonnes, incluant des armes nucléaires. Miazichev et ses équipes travaillent jour et nuit. Les plans se succèdent, les maquettes s'accumulent, les simulations aérodynamiques sont refaites des dizaines de fois. En 1952, la conception définitive est arrêtée. Aile en flèche prononcée, empennage classique, train d'atterrissage en tandem dit bicyclette, 2 tourelles défensives dont une télécommandée au-dessus du fuselage et une habitée en queue. En moins d'1 an, le prototype est assemblé. Le 20 janvier 1953, le M4 décolle pour la première fois avec un équipage de 7 hommes. Les essais se déroulent dans le secret absolu, mais en mars 1954, le monde entier découvre l'existence de cet appareil lors du défilé aérien de Moscou. Les attachés militaires occidentaux présents dans les tribunes officielles observent en silence ce bombardier aux lignes inconnues qui passe au-dessus de la place rouge. Les rapports envoyés à Washington et à Londres cette nuit-là décrivent un appareil potentiellement capable d'atteindre le territoire américain. L'OTAN lui attribue le nom de code Bison. La panique est réelle. Les stratèges américains révisent en urgence leurs estimations sur la capacité de frappe soviétique. Ce que les Occidentaux ignorent, c'est que le M4 présente des limitations sérieuses. Sa portée réelle, sans ravitaillement en vol, reste inférieure aux 10 000 km annoncés. Pour frapper New York depuis le sol soviétique et rentrer, il faudrait un ravitaillement que l'URSS ne peut pas encore garantir. Mais l'essentiel est ailleurs. Le M4 a prouvé que Miazichev pouvait livrer un bombardier stratégique en un temps record. Et ce succès relatif lui vaut une commande bien plus ambitieuse. Le ministère lui demande de concevoir un appareil entièrement différent,
non plus subsonique, mais supersonique, capable de parcourir 13 000 km avec sa charge nucléaire, d'atteindre une vitesse frôlant 2 fois la vitesse du son et de rentrer sans ravitaillement. Ce bombardier reçoit la désignation M50, et personne, à ce moment-là, ne mesure vraiment l'ampleur de ce que cette commande exige. Concevoir un bombardier supersonique intercontinental en 1955, c'est demander à des ingénieurs de résoudre simultanément des dizaines de problèmes que personne au monde n'a encore résolus. Les Américains eux-mêmes tâtonnent. Le Convair B-58 Hustler, leur propre tentative de bombardier supersonique, ne volera pour la première fois qu'en 1956, et ces problèmes techniques s'accumuleront pendant des années. Kniazytov sait aussi que refuser la commande n'est pas une option dans l'Union soviétique de Khrouchtchev. Il accepte et met immédiatement ses équipes au travail. La première décision fondamentale concerne la forme générale de l'appareil. Pour atteindre une vitesse de Mach 1,8 à Mach 2, il faut une cellule radicalement différente de tout ce que l'industrie soviétique a produit jusqu'alors. Kniazytov et ses ingénieurs étudient les données des souffleries, les rapports sur les essais supersoniques menés en URSS et à l'étranger. Leur conclusion s'impose. L'appareil doit adopter une voilure delta, un fuselage extrêmement effilé à section circulaire. Le fuselage, long de 58 mètres, abrite un renflement dorsal continu qui court de la verrière jusqu'à la dérive et dissimule les conduites de carburant principales. La quasi-totalité du carburant est logée dans le fuselage, non dans les ailes. La raison est précise. Les ailes delta du M50 sont si minces, si finement profilées pour percer l'air supersonique, qu'il est impossible d'y intégrer des réservoirs sans compromettre leur rigidité. Cette finesse extrême sera l'une des sources de problèmes majeurs lors des essais. L'envergure est fixée à 25 mètres, avec des volets doubles à fente rectangulaire et des ailerons extérieurs qui s'abaissent à l'atterrissage pour freiner l'appareil. En vol supersonique, le carburant est transféré entre les réservoirs avant et arrière pour compenser les variations de centrage, un système délicat qui exige une automatisation fiable. La motorisation retenue est un ensemble de 4 turboréacteurs Dobrynin VD7BA sans post-combustion, développant chacun 95,61 kN de poussée. Leur disposition est visuellement frappante. 2 moteurs sont montés sous voilure sur des pylônes proches des saumons d'ailes, et 2 autres sont placés directement aux extrémités de chaque aile. Cette configuration répartit les masses propulsives sur toute l'envergure, mais impose des contraintes aérodynamiques à haute vitesse que les ingénieurs devront gérer avec soin. La soute à bombe, intégrée dans le ventre du fuselage, est dimensionnée pour accueillir des missiles de croisière M61, des engins de 11 mètres de long capables de porter une charge nucléaire sur une distance additionnelle considérable après largage. Avec ces missiles, le système d'armes peut théoriquement atteindre le territoire continental américain sans que le bombardier lui-même n'ait à survoler les défenses côtières. C'est précisément ce que Moscou exige. Rendre toute défense périmétrique américaine théoriquement inutile. L'équipage est réduit à 2 hommes en tandem dans le nez, chacun équipé d'un siège éjectable vers le bas, car à haute altitude et haute vitesse, une éjection vers le haut serait fatale. L'accès se fait par une trappe ventrale sous chaque siège. Les 2 pilotes portent des combinaisons pressurisées intégrales, car le M50 opère jusqu'à 14 000 mètres d'altitude. La vitesse maximale théorique de 1950 km/h à ce plafond doit rendre toute interception pratiquement impossible. La construction du prototype débute dans les premiers mois de 1956. Certains alliages utilisés sont développés spécifiquement pour ce programme. Mais au fur et à mesure que le prototype prend forme, les ingénieurs perçoivent des signaux inquiétants. Les ailes montrent une tendance à se déformer sous les charges aérodynamiques simulées. Les modèles en soufflerie révèlent des instabilités à régime supersonique que les équations initiales n'avaient pas prévues.
Miazichev ordonne des renforts structuraux, des modifications de profil, de nouveaux calculs. Chaque correction ajoute du poids, et chaque kilogramme supplémentaire est un ennemi direct de la portée et de la vitesse. Le prototype pèse à vide 78 860 kg, et pleinement chargé avec ses 5000 kg de charge utile, sa masse totale atteint 145 000 kg. Ces chiffres, sur le papier encore acceptables, vont devenir un cauchemar dès que l'appareil quittera le sol. En octobre 1958, après 2 ans d'assemblage et de modifications incessantes, le prototype du M50 est acheminé par route et par rail jusqu'au centre d'essai en vol de Joukovski, à une 50aine de kilomètres au sud-est de Moscou. Les techniciens passent les mois suivants à préparer l'appareil aux essais au sol. Roulage, vérification des systèmes hydrauliques, test moteur à puissance croissante sur la piste. Chaque session révèle de nouveaux problèmes mineurs que les équipes règlent un par un, mais l'accumulation de ces corrections retarde sans cesse la date du premier vol. Ce premier vol a finalement lieu le 27 octobre 1959. Aux commandes se trouvent le pilote d'essai Alexei Lipko et le navigateur Nikolai Goryainov. L'appareil décolle normalement, monte en altitude et effectue plusieurs passages au-dessus de la base. Les 2 hommes testent la maniabilité de base, les réponses aux commandes, le comportement général de la cellule à vitesse subsonique modérée. Le vol dure moins d'1 heure. Aucun incident majeur n'est signalé, et au sol, l'équipe de Miazichev respire. Mais cette première sortie n'est qu'une formalité. Les vrais tests, ceux qui détermineront si le M50 peut tenir ses promesses, n'ont pas encore commencé. Les semaines suivantes, Lipko et Goryainov multiplient les vols d'essai, poussant progressivement l'appareil vers ses limites déclarées. Et les problèmes identifiés en soufflerie se confirment un à un dans la réalité. À haute vitesse subsonique, les ailes minces entrent en vibration selon un mode que les calculs structuraux n'avaient pas pleinement anticipé. Le phénomène n'est pas immédiatement catastrophique, mais il impose une limitation stricte sur la vitesse maximale autorisée, bien en deçà du régime supersonique. Chaque tentative de pousser les moteurs au-delà d'un certain seuil déclenche des oscillations inconfortables que les pilotes signalent systématiquement dans leurs rapports. Puis vient le 12 mai 1960. Ce jour-là, lors d'une séquence d'essais impliquant simultanément plusieurs appareils sur et autour de l'aérodrome de Joukovski, le M50 entre en collision avec un prototype du bombardier 3ME, un autre appareil du bureau Miazichev. Les circonstances exactes de l'incident restent peu documentées dans les archives soviétiques, mais le résultat est sans ambiguïté. Le M50 est sérieusement endommagé et immédiatement cloué au sol. Les réparations durent 2 mois entiers. Pendant cette immobilisation forcée, le ministère de la Défense prend une décision qui change la nature même du programme. Les 4 turboréacteurs Dobrynin d'origine sont remplacés par des moteurs de nouvelle génération, censés apporter la puissance supplémentaire nécessaire pour franchir le mur du son. Les ingénieurs espèrent que cette substitution résoudra d'un coup les 2 problèmes principaux, la vitesse insuffisante et la portée décevante. Les travaux de remplacement sont complexes, car la cellule n'a pas été initialement conçue pour accueillir ces nouveaux groupes propulseurs et des adaptations structurales supplémentaires sont nécessaires. Nouveau poids ajouté, nouvelles contraintes sur une cellule déjà fragilisée. Quand l'appareil reprend les essais à l'automne 1960, les résultats sont accablants. Malgré les nouveaux moteurs, la vitesse maximale mesurée ne dépasse pas 1100 km/h, soit à peine plus de la moitié de la valeur théorique de 1950 km/h inscrite dans les spécifications initiales. La barrière du son reste franchie en interne sur les instruments, mais jamais en conditions réelles stables. Et la portée effective en configuration de combat chargé s'établit à 3500 km contre les 9000 km minimum exigés par le cahier des charges. L'appareil ne peut littéralement pas atteindre la moitié de l'Atlantique. C'est pourtant dans cet état, avec ses performances réelles soigneusement dissimulées aux yeux étrangers, que le M50 fait sa seule apparition publique lors du salon aérien de Moscou en 1961. Escorté par 2 chasseurs MiG pour accentuer l'effet visuel,
le bombardier effectue un passage unique à basse altitude devant les tribunes bondées d'attachés militaires et de journalistes occidentaux. L'effet est immédiat et saisissant. La silhouette effilée, les 4 moteurs aux extrémités des ailes, la taille impressionnante de l'appareil provoquent une vive inquiétude dans les délégations de l'OTAN présentes. Les analystes occidentaux classifient aussitôt l'appareil sous le nom de « bounder », terme anglais désignant quelqu'un qui prétend être plus qu'il n'est réellement. Sans le savoir, ils viennent de résumer en un seul mot toute la tragédie du programme. Le passage du Bounder au-dessus du salon de Moscou avait semé la panique dans les capitales occidentales. Mais derrière les murs du Kremlin, une toute autre conversation se tenait. Nikita Khrouchtchev n'était pas impressionné par les silhouettes d'avions. Il était impressionné par les chiffres. Et les chiffres du M50 étaient catastrophiques. Le premier secrétaire avait une conviction profonde. Les bombardiers stratégiques appartenaient au passé. L'avenir de la dissuasion nucléaire reposait sur les missiles balistiques intercontinentaux, des fusées capables de frapper n'importe quel point du globe en moins de 30 minutes, sans pilote à former, sans piste d'atterrissage à construire, sans ailes qui vibrent à haute vitesse. Cette conviction n'était pas née de nulle part. En août 1957, l'URSS avait réussi le premier tir d'un missile balistique intercontinental opérationnel, le R-7. 2 mois plus tard, le 4 octobre 1957, Spoutnik tournait autour de la Terre. Ces 2 événements avaient radicalement transformé la perception de Khrouchtchev sur ce qui comptait dans la compétition avec les États-Unis. Un missile ne pouvait pas être intercepté par un chasseur. Un missile ne revenait pas bredouille parce que sa cellule était trop lourde. Face à cette logique, le M50 semblait non seulement insuffisant, mais fondamentalement dépassé avant même d'avoir tenu ses promesses. La décision tombe comme un coup près en 1960. Tous les programmes de bombardiers stratégiques soviétiques sont annulés simultanément. Le bureau d'études de Myasishchev, recréé sur ordre de Staline moins de 10 ans plus tôt, est dissous une seconde fois. Les équipes sont dispersées vers d'autres bureaux. Certains rejoignent Tupolev, d'autres Soukhoa, d'autres encore sont affectés aux programmes spatiaux en pleine expansion. Myasishchev lui-même est nommé directeur du Tsagi, l'Institut central d'aérodynamique, poste honorable qui le tient soigneusement éloigné de toute décision sur les programmes d'armement. Dans les ateliers laissés vides, le projet M52 attend son tour. Cet appareil amélioré avait été conçu pour corriger les défauts du M50. Équipage porté à 3 hommes, mitrailleuse jumelle en queue, point d'emport supplémentaire pour des missiles de croisière sous les ailes. Les calculs préliminaires laissaient espérer des performances sensiblement supérieures. Mais le M52 ne dépassera jamais le stade des plans sur papier. Avec la fermeture du bureau, les dessins sont archivés, les maquettes démontées, et le programme disparaît sans laisser d'autres traces que quelques documents classifiés. Le prototype du M50, lui, n'est pas détruit immédiatement. Après la fermeture du bureau, l'appareil reste garé sur le tarmac de Ramenskoïe à Joukovski, sans entretien, sans personnel. Ce bombardier qui devait raser New York se dégrade lentement sous la pluie et la neige russe, monument involontaire à l'écart entre l'ambition politique et la réalité technique. Ce que l'histoire du M50 révèle, ce n'est pas l'incompétence de Myasishchev, ni l'échec d'une équipe d'ingénieurs. Les hommes qui ont construit cet appareil étaient parmi les plus brillants de leur génération, capables d'exploits industriels remarquables. Ce que le M50 révèle, c'est la limite d'un système où les commandes politiques fixent des objectifs sans rapport avec l'état réel de la science disponible. Personne, en 1955, ne savait construire un bombardier supersonique intercontinental. Ni les Américains avec le B-58, ni les Soviétiques. La différence, c'est que les Américains pouvaient reconnaître leurs limitations. Le système soviétique exigeait que les ingénieurs promettent l'impossible, puis les sanctionnait quand l'impossible restait impossible. Myasishchev récupérera la confiance des autorités dans les années 70, quand son bureau sera recréé une 3e fois pour des projets hypersoniques et spatiaux.
Mais le M50 restera l'emblème de sa carrière, un appareil qui a terrorisé l'OTAN avec un seul passage, qui n'a jamais atteint la moitié de sa vitesse promise et qui a été condamné par le même État qui l'avait ordonné. Si cette histoire vous a passionné, likez cette vidéo, elle aide vraiment la chaîne à exister. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode sur les machines et les hommes qui ont forgé le XXe siècle. Et dites-nous en commentaire, pensez-vous que les Soviétiques auraient pu réussir là où le M50 a échoué si Khrouchtchev leur avait laissé le temps nécessaire ?